Ma sœur a hurlé que j'étais en train de jeter ses enfants à la rue. J'ai balayé du regard les membres de la famille qu'elle avait traînés avec elle pour m'humilier, puis j'ai répondu que si cela les touchait autant, l'un d'entre eux n'avait qu'à lui offrir son propre toit car le mien n'était pas disponible. Si vous m'aviez demandé il y a un an qui me détestait le plus dans ma famille, je n'aurais pas hésité une seconde. C'était Clémence, ma demi-sœur. Elle a 34 ans maintenant, à peine 2 de plus que moi, et pendant plus de 2 décennies, elle s'est donnée pour mission personnelle de me rappeler que je n'étais pas son vrai frère. Quelle ironie. Elle n'a commencé à m'appeler sa famille que lorsqu'elle a voulu récupérer ma maison. Quand ma mère a épousé mon beau-père, Bernard, j'avais 8 ans. J'étais sincèrement ravie, je rêvais d'avoir un père et une grande sœur, surtout depuis que mon père biologique était décédé quand j'avais 3 ans. Je pensais que ma vie allait enfin s'améliorer, mais ce que j'ai reçu était totalement différent. Le jour de leur mariage, je me suis approchée de Clémence avec un petit bracelet d'amitié pour lequel j'avais économisé mon argent d'anniversaire, pensant que ce serait notre lien. Elle l'a regardé 2 secondes, me l'a rendu et a dit froidement qu'elle n'était pas ma sœur et de ne pas l'appeler comme ça. Je me revois encore là, debout dans mon petit costume, pendant que les adultes riaient maladroitement en pensant qu'elle était juste timide. Elle n'était pas timide. Elle pensait chaque mot. À partir de ce jour-là, elle s'est assurée que je sache exactement quelle était ma place. Si quelqu'un à l'école nous appelait frères et sœurs, elle le corrigeait immédiatement. Si des parents nous présentaient, elle intervenait pour expliquer que nous n'avions aucun lien de parenté. Chaque fois que des amis venaient, elle disait que j'étais juste le gamin de la femme de son père. Jamais, pas une seule fois, elle ne m'a présenté comme son frère. Enfant, j'ai continué d'essayer. Je lui demandais de jouer, de faire du vélo. Elle disait toujours non ou partait sans moi. J'ai même essayé de l'inclure quand mes amis venaient, espérant qu'elle se détende. Au lieu de cela, elle inventait des histoires embarrassantes sur moi juste pour les faire rire. Comme la fois où elle a dit à toute ma classe de CM2 que j'avais pleuré parce que j'avais perdu un concours d'orthographe auquel je n'avais même pas participé. Ou que je faisais pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans. Des mensonges totaux, mais elle savait que les gens vérifiaient rarement. Bernard, mon beau-père, lui disait parfois d'être gentil avec son frère, et elle répliquait immédiatement qu'il n'était pas son frère. Bernard soupirait, lui disait d'arrêter de discuter, et c'était tout. Aucune conséquence. Ma mère disait toujours que Clémence s'adaptait au divorce et qu'elle avait besoin de patience. Apparemment, l'adaptation dure plus de 20 ans. Les choses ont empiré quand ma jeune demi-sœur, Léa, est née. Clémence adorait Léa, la voyant comme sa vraie sœur parce qu'elle partageait le même père. Elle disait constamment à Léa qu'elle avait une vraie sœur et un faux frère. Léa était trop jeune pour comprendre, mais entendre cela sans cesse a fini par la pousser à demander pourquoi Clémence me détestait. Pourtant, personne n'a vraiment réglé le problème. Tout le monde voulait juste la paix. J'ai vite appris que dans notre maison, garder Clémence heureuse était plus important que de la tenir pour responsable de ses actes. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Au lycée, nous nous parlions à peine, sauf nécessité absolue. Pendant qu'elle sortait faire la fête, je travaillais tous les week-ends dans un magasin de bricolage, économisant chaque fiche de paie. Je voulais partir. Je voulais ma propre vie. Clémence se moquait de moi parce que je faisais des heures supplémentaires, disant que je gâchais ma jeunesse alors qu'elle profitait de la vie. Peut-être qu'elle avait raison à sa manière. Mes années d'adolescence n'étaient pas glamour. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas acheté de vêtements de marque, et je n'ai pas financé de voitures neuves que je ne pouvais pas me permettre. J'ai travaillé, étudié, économisé. Après le bac, j'ai obtenu une bourse pour des études d'ingénieur en mécanique, j'ai travaillé de nuit et j'ai obtenu mon diplôme sans presque aucune dette. J'ai décroché un bon emploi dans la conception d'équipements industriels et j'ai lentement construit ma carrière. Je n'étais pas riche, mais j'étais financièrement stable avant 30 ans et surtout, sans aucune dette. Chaque augmentation, chaque prime allait directement sur un livret d'épargne pour un apport personnel. Il y a 4 ans, j'ai acheté ma première maison près de Nantes. Elle n'était pas immense, 3 chambres, un bureau, un jardin correct et un garage qui avait besoin de travaux. C'était une maison ancienne, mais elle était solide.
J'ai passé presque tous mes week-ends à la rénover moi-même. Nouveau parquet, cuisine refaite, peinture fraîche, jardin réaménagé, et j'ai même reconstruit la terrasse avec l'aide d'un collègue. Quand j'ai eu fini, elle était complètement transformée. J'étais incroyablement fière parce que j'avais gagné chaque centimètre de cet endroit. Pendant ce temps, la vie de Clémence a pris la direction opposée. Elle a épousé Julien, qui avait une entreprise de couverture assez prospère. Ensemble, ils auraient dû être à l'aise, mais le confort ne suffisait pas à Clémence. Ils louaient des SUV de luxe, achetaient des meubles hors de prix, prenaient des vacances somptueuses chaque été, publiant constamment sur les réseaux sociaux qu'ils vivaient leur meilleure vie. À chaque Noël, de nouveaux sacs de créateurs. Chacune des fêtes d'anniversaire de ces 3 enfants semblait coûter plus cher que ma première voiture. Chaque fois que des proches complimentaient ma maison, elle haussait les épaules en disant que c'était mignon pour quelqu'un qui vivait seul. La seule fois où elle est venue après mes rénovations, elle a traversé chaque pièce sans un seul mot positif. Avant de partir, elle a juste regardé autour d'elle et a dit que cela semblait être un gaspillage pour une seule personne d'avoir autant d'espace. À l'époque, je pensais que c'était juste une autre remarque cinglante. En y repensant, j'ai réalisé qu'elle l'évaluait déjà, y voyant quelque chose qu'elle méritait plus que moi. Nous nous sommes rarement parlé après cela. Généralement seulement pour les fêtes, et même là, elle m'ignorait à moins d'avoir besoin de soulever, de réparer ou de monter quelque chose. C'est drôle, je n'étais pas de la famille jusqu'à ce qu'il y ait des meubles à déplacer. Puis, l'hiver dernier, tout a changé. L'entreprise de Julien a coulé après l'échec de plusieurs gros contrats commerciaux. Au lieu de réduire leurs dépenses, ils ont persisté, refinancé les voitures, épuisé les cartes de crédit, convaincus qu'un autre gros contrat les sauverait. Ce ne fut pas le cas. L'entreprise s'est totalement effondrée. Les créanciers ont pris leur équipement, leurs véhicules ont été saisis et ils ont accumulé 5 mois de retard de loyer. Un matin, Julien a fait sa valise, a dit à Clémence qu'il ne pouvait plus supporter la pression et est simplement parti. Clémence s'est retrouvée soudainement sans emploi avec 3 enfants et nulle part où aller. Après l'expulsion, elle est naturellement retournée vivre chez Bernard et ma mère. Mais leur maison n'avait que 4 chambres. Une pour mes parents, une pour ma demi-sœur Léa qui était absente pour ses études, et une pour le bureau de Bernard. Clémence et ses 3 enfants étaient donc entassés dans la dernière chambre. Selon ma mère, tout le monde était misérable au bout de 2 semaines. Les enfants se battaient constamment par manque de place. Clémence se plaignait de tout, de la nourriture, de la vitesse d'Internet. Elle attendait de ma mère qu'elle garde les enfants pendant qu'elle cherchait du travail. Des mois ont passé sans aucun entretien, et pourtant Bernard couvrait discrètement ses paiements d'assurance parce qu'elle ne pouvait pas risquer de perdre son SUV pendant sa recherche d'emploi. Chaque appel avec ma mère devenait une litanie de plaintes sur son épuisement. J'étais compatissant, mais honnêtement, je restais en dehors de ça. Ce n'était pas mon problème. Puis, un samedi après-midi, ma mère a appelé. Elle et Bernard devaient discuter de quelque chose d'important. J'ai cru que quelqu'un était malade, sérieusement. Au lieu de cela, ils se sont assis à ma table de salle à manger, l'air incroyablement nerveux. Ma mère ne pouvait même pas croiser mon regard. Bernard s'est raclé la gorge et a dit qu'ils avaient réfléchi à la situation de Clémence. J'ai hoché la tête, restant silencieux, mais j'avais déjà une boule au ventre. Il a continué en disant que ma maison avait beaucoup de place. Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, j'ai compris. Je savais exactement où menait cette conversation. Et j'avais le sentiment terrifiant que cela allait changer ma relation avec ma famille pour toujours. Bernard s'est penché en avant, les mains jointes, comme s'il négociait un contrat d'affaires et non comme s'il me demandait une faveur astronomique. Ta mère et moi pensions que peut-être Clémence et les enfants pourraient rester ici un petit moment, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, qui ne pouvait toujours pas me regarder. J'ai demandé combien de temps durerait ce petit moment. Bernard a juste haussé les épaules en disant quelques mois peut-être. Cette réponse à elle seule m'a prouvé qu'il n'avait pas du tout réfléchi à la question. Quelques mois pouvaient facilement devenir un an. J'ai demandé si Clémence avait trouvé un emploi. Ma mère a répondu doucement que non.
J'ai demandé si elle passait des entretiens. Un autre silence inconfortable. Bernard a fini par marmonner qu'elle se concentrait d'abord sur l'installation des enfants. Suspect, étant donné qu'elle vivait chez eux depuis presque 3 mois. Puis, ma mère a enfin parlé. Elle avait une autre idée. J'ai su instantanément que je n'allais pas l'aimer. Elle a suggéré qu'il serait peut-être plus facile que je loge chez eux pendant un certain temps à la place. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. J'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Loger chez vous. Ma mère a hoché la tête avec précaution en précisant que ce serait temporaire. De cette façon, les enfants n'auraient pas à déménager sans cesse et ma maison avait déjà assez de chambres. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde que mon cerveau ne savait pas comment réagir autrement. Alors, si je comprends bien, ai-je dit, Clémence ne veut pas loger avec moi. Elle veut que je quitte ma propre maison pour qu'elle puisse s'y installer. Bernard a immédiatement essayé d'adoucir la chose en disant que ce n'était pas comme ça. J'ai alors demandé qu'il m'explique en quoi c'était différent. Il a ouvert la bouche, a marqué une pause, puis l'a refermée. Ma mère a essayé en disant que j'étais une seule personne alors qu'elle élevait 3 enfants. Un autre silence. Je me suis adossée à ma chaise, regardant la salle à manger que j'avais passé des mois à rénover. Chaque placard, chaque luminaire, chaque lame de parquet. Je les avais posés moi-même. Je me souvenais avoir passé des week-ends entiers couverts de poussière de plâtre parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher des entrepreneurs. Et maintenant, il me demandait de faire ma valise et de partir parce que ma demi-sœur avait décidé qu'elle le méritait plus que moi. J'ai demandé si Clémence avait réellement demandé cela. Je connaissais déjà la réponse. Bernard a soupiré en disant que c'était sa suggestion. Bien sûr que ça l'était. Ma mère a tendu la main vers la mienne en disant qu'elle était sous beaucoup de stress. J'ai doucement retiré ma main. Maman, elle a passé 20 ans à me dire que je n'étais pas de la famille. Elle a protesté en disant que c'était il y a longtemps. J'ai répliqué qu'à Noël dernier, son plus jeune fils avait demandé qui j'étais, et qu'elle m'avait présenté comme le fils de la femme de grand-père Bernard. C'était il y a 7 mois. Aucun d'eux n'a rien dit. J'ai demandé si elle s'était excusée pour tout cela. Non. Si elle avait admis qu'elle m'avait maltraitée. Encore du silence. M'a-t-elle seulement appelé? Ma mère a répondu doucement que non. J'ai hoché la tête. Donc, elle ne pense pas me devoir des excuses, mais elle pense que je lui dois ma maison. Le visage de Bernard s'est visiblement irrité. Il a affirmé que personne ne me demandait de donner ma maison. J'ai répondu que si je partais et qu'elle emménageait sans payer de loyer, sans bail et sans date de fin, c'était exactement ce que je faisais. Il a continué d'insister sur le fait que c'était temporaire, mais aucun d'eux ne pouvait définir ce que cela signifiait. Je savais comment cela se passerait. 3 mois deviendraient 6, 6 deviendrait 1 an, et 1 an deviendrait impossible à défaire parce que personne ne voudrait forcer les enfants à déménager à nouveau. J'avais vu assez d'histoires. Je connaissais le scénario. Je leur ai dit calmement que c'était non. Pas peut-être. Pas après réflexion. Juste non. Ma mère a immédiatement commencé à pleurer. Bernard avait l'air déçu, presque offensé. Il a dit qu'il pensait nous avoir élevés pour aider la famille. Cette phrase m'a plus furieux que tout ce qu'il avait dit de tout l'après-midi. La famille. J'ai demandé où était tout ce discours sur la famille quand Clémence passait 20 ans à dire à tout le monde que je n'étais pas son frère. Il a détourné le regard en disant qu'elle était une enfant. J'ai rétorqué qu'elle avait 34 ans maintenant et que les gens changeaient. Je lui ai demandé s'il l'avait vue changer, car de mon point de vue, la seule chose qui avait changé était qu'elle avait besoin de quelque chose. Ma mère m'a demandé si je pouvais au moins envisager de laisser Clémence et les enfants rester pendant que je restais dans la maison. J'ai immédiatement secoué la tête. Absolument pas. Elle a demandé pourquoi. Parce qu'elle ne partirait jamais. Bernard a froncé les sourcils en disant que c'était une supposition injuste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Elle croit déjà qu'elle mérite ma maison. Vous ne pensez pas qu'elle déciderait soudainement que les enfants ont besoin de stabilité après 6 mois ou 1 an? Et que se passerait-il alors?
Vous me demanderiez d'attendre encore un peu parce que les déplacer serait injuste. Aucun d'eux n'a répondu parce qu'ils savaient tous les deux exactement comment chaque conversation future se déroulerait. La personne raisonnable devait toujours faire des compromis. C'était la règle de toute mon enfance. Bernard s'est finalement levé en disant qu'il était déçu de moi. J'ai rétorqué que j'étais déçu qu'il ait même osé demander. Ils sont partis peu après. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir, mais c'était différent, comme si elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Bernard a juste marché jusqu'à son pick-up sans un mot de plus. Je pensais honnêtement que ce serait la fin. J'avais dit non. Il m'avait entendu. La vie allait continuer. Au lieu de cela, tout a explosé 3 jours plus tard. J'étais en réunion au travail quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. J'ai ignoré les appels jusqu'au déjeuner. Quand j'ai vérifié, j'avais 18 appels manqués et plus de 40 SMS. La plupart provenaient de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Le premier message demandait comment je pouvais faire ça. Un autre disait que ces pauvres enfants méritaient mieux. Un cousin m'a traité d'égoïste. Une tante a dit qu'elle attendait plus de compassion. J'étais complètement déconcerté. Confus, j'ai ouvert les réseaux sociaux pour la première fois depuis des semaines. Tout en haut de mon fil se trouvait une publication publique de Clémence. Elle n'utilisait pas mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Elle écrivait sur le fait d'avoir été abandonnée par son mari, de lutter pour élever 3 enfants, et de parler d'un parent riche avec une grande maison vide qui refusait d'aider parce qu'il se souciait plus des biens matériels que de la famille. Elle prétendait que ses enfants dormaient par terre parce que quelqu'un qui prétend aimer la famille leur avait claqué la porte au nez. Cette partie m'a particulièrement furieux car personne ne s'était jamais présenté à ma porte. Elle terminait en disant qu'elle espérait que ses enfants ne grandiraient jamais avec un cœur aussi froid que certaines personnes. Des milliers de personnes ont réagi. Des centaines de commentaires me traitaient de sans-cœur sans même connaître mon nom. Le pire, c'étaient les proches qui étaient d'accord avec elle. Des gens qui l'avaient regardée me rejeter toute mon enfance agissaient soudainement comme si j'étais obligée de la sauver parce qu'elle avait des enfants. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout. Quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Clémence. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a hurlé que j'avais fait honte à maman. J'ai presque ri. J'ai demandé si c'était moi qui avais fait honte à maman. Elle a dit que maman avait pleuré parce que j'avais refusé de les aider. J'ai répondu que non, elle avait pleuré parce qu'elle avait réalisé à quel point cette demande était ridicule. Le ton de Clémence est instantanément devenu glacial. Elle m'a accusé de faire souffrir ses enfants pour une rancune d'enfance. J'ai répondu que ce n'était pas une question d'enfance. Elle a demandé de quoi il s'agissait alors. J'ai dit qu'il s'agissait du fait qu'elle me demandait de quitter ma propre maison. Elle a soupiré dramatiquement comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Elle a affirmé que je n'avais même pas besoin de tout cet espace. J'ai répondu que ce n'était pas sa décision. Elle m'a traité d'égoïste. J'ai répondu calmement que c'était peut-être vrai, mais que les personnes égoïstes ne passaient généralement pas 20 ans à dire à quelqu'un qu'il n'était pas de la famille avant de lui demander sa maison. Elle s'est tue un instant puis a dit quelque chose qui m'a honnêtement fait sourire. Elle a dit que papa était d'accord avec elle. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle croyait sincèrement qu'elle allait gagner parce qu'elle avait passé toute sa vie à obtenir ce qu'elle voulait chaque fois que Bernard voulait éviter un conflit. Malheureusement pour elle, je n'avais plus 8 ans et ce n'était pas sa maison à elle. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Il n'y avait plus rien à dire. Si Clémence croyait honnêtement que l'accord de Bernard allait me faire changer d'avis, elle n'avait pas prêté attention aux 15 dernières années de ma vie. Bernard pouvait être déçu autant qu'il le voulait, mais la déception ne mettait pas son nom sur mon prêt immobilier. J'ai pensé qu'elle se plaindrait pendant quelques jours, puis accepterait la réalité. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Le samedi suivant, je tondais ma pelouse quand j'ai vu un SUV s'engager lentement dans mon allée, puis un autre, puis un pick-up avec une petite remorque. Mon estomac s'est serré. J'ai reconnu le véhicule de Clémence.
Avant même que je puisse éteindre la tondeuse, les 3 véhicules se sont arrêtés et des gens ont commencé à en descendre en portant des cartons. Au début, j'ai sincèrement cru qu'ils déposaient des dons ailleurs dans la rue. Puis, Clémence m'a fait signe comme si nous étions de vieux amis et a crié que c'était le moment idéal. J'ai éteint la tondeuse et je me suis dirigé vers l'allée, complètement confus. J'ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a répondu qu'elle emménageait, aussi naturellement que si nous en avions déjà discuté. Je l'ai honnêtement regardée pendant plusieurs secondes, pensant qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. 2 de nos cousins avaient déjà commencé à décharger des bacs de rangement en plastique. Une de mes tantes portait des sacs de course vers mon Porsche. Même Bernard est descendu de son pick-up, l'air profondément mal à l'aise, évitant tout contact visuel. Ma mère n'était pas là. C'est la première chose que j'ai remarquée. J'ai demandé à Clémence si elle avait complètement perdu la tête. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a dit que tout le monde en avait parlé et qu'ils étaient convenus que c'était la meilleure solution. J'ai demandé qui était tout le monde. Elle a répondu les gens qui se soucient réellement de la famille. Un cousin a souri maladroitement et a dit qu'il pensait que j'aurais changé d'avis après avoir discuté avec Bernard. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si je lui avais déjà dit ça. Son sourire a disparu immédiatement. Il a avoué que non. J'ai demandé si quelqu'un m'avait réellement posé la question. Personne n'a répondu. Clémence s'est approchée, baissant la voix comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Elle a dit que tout le monde savait que j'étais têtue et qu'il s'était dit qu'une fois les enfants sur place, j'arrêterais de me comporter ainsi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle n'était pas venue me demander à nouveau. Elle avait décidé d'ignorer ma réponse et de s'appuyer sur la pression sociale pour me forcer à l'accepter. Elle pensait sincèrement que si suffisamment de parents arrivaient avec des cartons, je serais trop embarrassée pour les renvoyer. Malheureusement pour elle, elle m'avait sérieusement mal jugée. Je suis passée devant tout le monde, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis entrée et je l'ai refermée à clé derrière moi. À travers la fenêtre, j'ai vu des visages confus. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Clémence. J'ai répondu. Elle a exigé que j'ouvre la porte. J'ai dit non et de ne pas faire de scène, que c'était elle qui essayait d'emménager dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle a soupiré bruyamment. Elle a dit que les enfants attendaient dehors sous la chaleur. J'ai répondu qu'elle devrait peut-être les emmener dans un endroit qui lui appartient réellement. Elle a commencé à hausser le ton en demandant si j'allais vraiment faire ça. J'ai dit que oui, j'allais le faire. Elle a raccroché. Environ 5 minutes plus tard, on a frappé fort à la porte. Puis encore. Puis la voix de Bernard a demandé si nous pouvions tous discuter calmement. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir sur le porche, m'assurant que personne ne puisse passer. Bernard avait l'air épuisé. Il a commencé par dire mon fils. Je l'ai interrompu. J'ai dit de ne pas m'appeler son fils alors qu'il se tenait devant ma maison pour aider quelqu'un à emménager après que j'ai déjà dit non. Son visage s'est décomposé. Il a admis que tout était l'idée de Clémence, mais a insisté sur le fait qu'il n'était venu que parce qu'il espérait que je reconsidérerais une fois que tout le monde serait présent. Je lui ai posé une question. J'ai demandé ce qu'il ferait si je me présentais chez lui avec une remorque pleine de meubles après qu'il m'ait dit non. Il n'a pas répondu. Clémence a répondu pour lui en disant que c'était complètement différent. J'ai demandé en quoi. Elle a rétorqué que c'était parce que je n'avais pas d'enfant. On y revenait encore. Chaque argument revenait toujours au fait qu'elle avait des enfants. Comme si donner naissance donnait automatiquement droit au bien des autres. J'ai regardé tous ceux qui se trouvaient dans mon allée. J'ai demandé si l'un d'eux avait demandé si Clémence avait proposé de payer un loyer. Silence. J'ai demandé si l'un d'eux avait demandé si elle contribuerait aux factures. Encore du silence. J'ai demandé si quelqu'un avait demandé combien de temps elle prévoyait de rester. Ma tante a doucement admis qu'il supposait que ce ne serait que pour quelques mois. Je me suis tournée vers Clémence. Combien de temps? Elle a croisé les bras. Elle a dit jusqu'à ce qu'elle soit financièrement stable, peu importe le temps que cela prendrait. 6 mois. 1 an.
Si nécessaire, 2 ans. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Tous les autres ont enfin compris exactement ce que j'avais compris dès le début. Il n'y avait aucun plan. Aucune date limite. Seulement l'espoir qu'une fois à l'intérieur, l'expulser deviendrait mon problème. J'ai regardé mes cousins droit dans les yeux. J'ai dit qu'ils avaient tous aidé à porter des cartons parce qu'ils pensaient que j'étais d'accord. J'ai précisé que je ne l'étais pas, que je n'avais jamais accepté, et que j'avais dit non à mes parents à 3 reprises distinctes. J'ai ajouté que Clémence le savait. Les 2 cousins ont immédiatement reposé leurs cartons sur la remorque. L'un d'eux s'est excusé d'avoir été impliqué. Ma tante avait l'air horrifiée. Elle a demandé à Clémence si c'était vrai. Clémence est instantanément devenue défensive en disant que je déformais tout. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert la conversation par SMS que j'avais eue avec ma mère quelques jours plus tôt et je l'ai tendue à ma tante. Les messages montraient clairement ma mère me demandant de reconsidérer et moi refusant à plusieurs reprises. Aucun malentendu. Aucun signal contradictoire. Juste un non très clair. Ma tante a lu les messages, a regardé Clémence, puis m'a lentement rendu mon téléphone sans un mot. Un par un, les parents ont commencé à tout remettre dans les véhicules. Plus personne ne discutait. Personne ne m'a dit de reconsidérer. Ils avaient tous réalisé qu'ils avaient été manipulés pour participer à quelque chose qu'ils n'auraient jamais accepté s'ils avaient connu la vérité. Clémence a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à hurler que tout le monde l'abandonnait. Elle a accusé mes cousins d'être des lâches, m'a accusé de l'humilier exprès. Elle a même blâmé Bernard de ne pas agir comme un père. C'est alors qu'il s'est produit quelque chose que je n'attendais honnêtement plus. Bernard a haussé la voix plus fort que je ne l'avais jamais entendu de toute ma vie. Il a dit que ça suffisait. Toute l'allée est devenue silencieuse. Il a regardé directement Clémence. Il a dit qu'il nous avait dit non et qu'il aurait dû respecter cela. Il a déclaré que c'était fini. Elle l'a regardé avec incrédulité en lui demandant s'il prenait mon parti. Bernard a fermé les yeux une seconde puis a répondu doucement qu'il prenait le parti qui avait raison. Pour la première fois depuis mes 8 ans, il ne demandait pas à la personne raisonnable de céder juste pour maintenir la paix. Malheureusement, il avait fallu 3 décennies et une allée pleine de parents embarrassés pour qu'il en arrive enfin là. Clémence a regardé autour d'elle en attendant que quelqu'un la défende, mais personne ne l'a fait. Mes cousins ont chargé silencieusement les derniers cartons. Ma tante évitait son regard. Même les enfants avaient arrêté de parler en sentant la gravité du moment. Bernard se tenait là, les épaules voûtées, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air vaincu. Clémence n'avait pas l'habitude d'entendre le mot non, surtout venant de lui. Alors, au lieu de l'accepter, elle a persisté. Elle m'a pointé du doigt et a hurlé que j'avais manipulé tout le monde contre elle, que j'attendais depuis des années de me venger parce qu'elle ne m'avait jamais accepté comme son frère. J'ai presque ri de l'ironie. J'ai dit qu'elle avait raison sur un point. Elle ne m'avait jamais accepté comme son frère et c'était exactement pourquoi rien de tout cela n'avait de sens. Elle a froncé les sourcils. J'ai continué avant qu'elle ne puisse m'interrompre. Pendant plus de 20 ans, elle avait dit à tout le monde que je n'étais pas de la famille. Elle avait corrigé les professeurs, les proches, même ses propres enfants quand ils m'appelaient accidentellement oncle Nathan. Elle s'était assurée que personne ne pense que nous étions frères et sœurs. Puis, à la seconde où elle avait besoin d'une maison gratuite, j'étais soudainement de nouveau de la famille. J'ai demandé ce qu'il en était réellement, si j'étais son frère ou non. Elle a ouvert la bouche mais n'a pas pu répondre. J'ai dit que c'était bien ce que je pensais. Ma mère est enfin arrivée quelques minutes plus tard. Elle faisait les courses. À son expression, elle a compris que quelque chose s'était terriblement mal passé. Elle a marché droit vers moi et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, mais que cela ne devait plus jamais se reproduire. Elle a immédiatement hoché la tête. Puis, à ma surprise, elle s'est tournée vers tout le monde et a avoué la vérité. Elle a dit qu'elle m'avait demandé de reconsidérer plusieurs fois, mais que j'avais refusé à chaque fois. Elle a admis que je n'avais jamais laissé croire que Clémence pouvait emménager.
Plus important encore, elle a admis que donner de l'espoir à Clémence avait été son erreur, pas la mienne. Entendre ma mère dire cela à haute voix a complètement changé l'atmosphère. Les derniers parents qui semblaient encore incertains ont tout de suite compris. Clémence n'avait pas simplement mal compris ma réponse. Elle l'avait ignorée, croyant qu'une pression publique suffisante me forcerait à changer d'avis. Mon plus vieux cousin a secoué la tête en disant à Clémence qu'elle leur avait menti en disant que j'étais d'accord. Elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles de frustration de tout à l'heure. Pendant un court instant, j'ai eu de la peine pour elle. Perdre son mari, sa maison, sa sécurité financière, cela briserait n'importe qui. Puis elle m'a pointé du doigt en hurlant que tout était de ma faute parce que si j'avais agi comme un membre de la famille, rien de tout cela ne serait arrivé. Toute la sympathie que je commençais à ressentir a disparu instantanément. J'ai posé une question à tout le monde. Si l'un d'entre eux croyait qu'elle méritait un logement gratuit, pourquoi personne n'avait proposé sa propre maison? Personne n'a parlé. Ils aimaient tous proposer la mienne, mais aucun ne semblait intéressé à proposer la leur. Ma tante a doucement admis qu'il vivait dans un petit appartement de 2 pièces. Un cousin a dit que son bail n'autorisait pas d'occupants supplémentaires. Un autre parent a expliqué qu'ils avaient déjà 4 enfants eux-mêmes. Chaque réponse était parfaitement raisonnable. Aucun d'entre eux ne voulait sacrifier son propre foyer. Pourtant, j'étais l'égoïste pour avoir ressenti exactement la même chose. En moins de 10 minutes, chaque carton était de retour dans la remorque. Chaque véhicule a quitté mon allée. Les seules personnes qui restaient étaient ma mère, Bernard et moi. Bernard est resté silencieux pendant presque une minute entière avant de parler. Il m'a dit qu'il me devait des excuses. C'étaient 4 mots que j'avais attendus pendant plus de 20 ans. Il a admis qu'il avait passé la majeure partie de la vie de Clémence à céder parce que se disputer avec elle était épuisant. Chaque fois qu'elle causait des problèmes, il se persuadait que maintenir la paix était la solution la plus simple. Mais il avait réalisé que tout ce qu'il avait fait, c'était de lui apprendre que si elle poussait assez fort, tout le monde finirait par capituler. Il a dit que la regarder essayer de s'emparer de ma maison l'avait enfin forcé à voir à quel point il avait échoué envers nous deux. J'ai apprécié les excuses, mais je lui ai aussi dit la vérité. Une excuse ne pouvait pas effacer des décennies passées à devoir faire des compromis alors que Clémence n'en faisait jamais. Si nous devions avoir une relation à l'avenir, les choses devaient changer. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir, me disant doucement qu'elle était fière que j'aie tenu bon, même si elle avait eu trop peur de me soutenir au début. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement calmées. Clémence a fini par accepter un emploi de bureau à temps plein grâce à un ancien collègue de Bernard. Entre son salaire et la pension alimentaire qu'elle a finalement réclamée devant les tribunaux, elle a pu louer une petite maison de ville pour elle et les enfants. Ce n'était pas la grande maison de banlieue qu'elle voulait, mais c'était la sienne. Nous ne nous sommes pas parlé depuis le jour où elle a essayé d'emménager chez moi. Elle ne s'est jamais excusée et honnêtement, j'ai arrêté d'en attendre depuis longtemps. Bernard et moi avons lentement reconstruit notre relation. Ce n'est pas parfait, mais pour la première fois dont je me souvienne, c'est honnête. Il ne me demande plus de maintenir la paix simplement parce que c'est plus facile. Ma mère vient toujours me voir toutes les quelques semaines, bien qu'elle appelle désormais avant de passer, et elle ne garde plus de double de mes clés. Ce n'était pas une punition. C'était simplement une limite dont j'avais besoin après tout ce qui s'était passé. Quant à moi, ma vie est redevenue étonnamment paisible. La maison est toujours exactement là où elle était. Seulement maintenant, elle possède des caméras de sécurité et de nouveaux verrous. Parfois, des proches me demandent encore si je regrette d'avoir refusé d'aider à cause des enfants. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai jamais refusé d'aider parce qu'il y avait des enfants. J'ai refusé parce qu'aider quelqu'un ne devrait jamais exiger de renoncer à son foyer, à ses limites et à son respect de soi envers une personne qui a passé sa vie à insister sur le fait que vous n'étiez pas de la famille jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose qui vous appartient. En y repensant, je ne pense pas que la maison ait jamais été le vrai problème. La maison n'était que le test final. La vraie question était de savoir si j'étais enfin prêt à cesser de sacrifier ma propre paix pour faciliter la vie de tout le monde.
Pour la première fois de ma vie, ma réponse a été non. Et il s'est avéré que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cette histoire nous rappelle de manière percutante que la famille ne se définit pas seulement par les liens du sang ou les alliances légales, mais avant tout par le respect mutuel et la bienveillance. Trop souvent, dans les dynamiques familiales toxiques, on demande à la personne la plus raisonnable de faire des sacrifices démesurés pour compenser l'irresponsabilité ou l'agressivité d'un autre membre. Mathieu a eu raison de fixer une limite ferme, l'empathie ne doit jamais devenir un tapis sur lequel les autres peuvent s'essuyer les pieds. En refusant de céder au chantage affectif, il n'a pas seulement protégé son patrimoine, il a aussi forcé ses parents à ouvrir les yeux sur des décennies de favoritisme et de lâcheté émotionnelle. C'est une leçon sur l'importance des frontières personnelles, dire non à une demande déraisonnable, c'est avant tout se dire oui à soi-même et à sa propre santé mentale. Si Mathieu avait accepté, il serait devenu prisonnier de sa propre maison, subissant le mépris de Clémence au quotidien sous son propre toit. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à une personne qui nous manipule est de lui opposer une fin de non-recevoir pour l'obliger à assumer ses propres responsabilités. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous agi de la même manière que Mathieu face à une telle pression familiale ou auriez-vous fini par céder pour le bien des enfants ? Avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a tenté d'utiliser la culpabilité pour obtenir quelque chose de vous ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela nous aide beaucoup à comprendre ces situations complexes et à nous soutenir mutuellement.